Alors, Laurent Moiseau, à Celles-sur-Belle, sur une question pour Benoît. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour initier, comment tu ferais, toi, pour commencer une démarche de santé communautaire sur un territoire quelconque, on va dire semi-rural, le mien par exemple, mais par quoi je peux commencer? Vous m'entendez? Oui, un peu. Bon, en vérité, la difficulté, c'est qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de financement qui sont prévus pour financer en amont la création de ces projets-là et la mise en place de ces structures. Du coup, il y a deux façons de faire. Soit on a déjà une équipe de professionnels coordonnés qui ont envie de monter ça, et du coup, ça se fait sur leur temps de travail bénévole. C'était notre cas. Soit il y a des démarches du coup des territoires, et notamment, ça dépend de là où on est, mais par exemple... Bon, je vais dire une bêtise, mais c'est Loire-Atlantique. Il y a l'ARS de Loire-Atlantique qui essaye justement de pousser sur la création de centres de santé communautaires et d'exercices coordonnés, donc sur lesquels on peut s'appuyer, ou parfois on imagine, il y a des communes, je pense notamment, par exemple, il y a une démarche qui est un peu à part, qui est celle des hameaux de santé, où justement ils s'appuient sur cette idée de partir de ce que les gens sur place font déjà et des démarches des communes, des collectifs qui existent, et de venir en soutien à ces acteurs-là pour monter des centres. Mais hélas, à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de dispositif d'accompagnement spécifique, et c'est effectivement un besoin qu'on fait remonter quotidiennement à nos partenaires des ARS et de la CEPAM. Mais du coup, vous, concrètement, vous êtes passé par quel outil? J'ai peut-être ma petite idée, mais... Alors, on est passé par le fait que c'était une équipe de gens qui se connaissaient. On avait travaillé ensemble pour certaines dans un autre centre de santé communautaire. Et puis ensuite, le réseau, parce qu'on était tous et toutes engagés dans des assos, dans des collectifs qui travaillaient déjà autour de ces questions-là. Et en fait, le montage de projet a pris 1 an et demi et il s'est fait de façon bénévole, en plus de notre temps de travail. Et donc, bon, c'est pas vraiment une recette tout à fait extrapolable, mais c'est comme ça qu'on s'y est pris. Et le hasard a fait que sur la recherche de locaux, qui était très compliquée sur la métropole lyonnaise, on a rencontré les acteurs du Vinatier, donc le centre hospitalier de psychiatrie, qui eux aussi étaient dans une démarche en fait d'essayer de faire des ponts, de déstigmatiser le secteur de la psychiatrie et de favoriser les approches globales. Et du coup, on s'est rencontrés et on s'est rendu compte qu'on avait à travailler ensemble. Merci beaucoup, bonjour. Thomas Firling de Marseille. Merci à tous les 5. Je trouvais que c'était très intéressant. Ma question est spécifiquement pour François Carbonel. Moi, j'ai trouvé très subtil encore de parler de 1,5 degré, sachant qu'on sait bien que le gouvernement parle de 5 degrés. Et juste pour replacer, quand il faisait -5, ici, on était sous 30 mètres de glace. Voilà. Donc les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais bon. D'un point de vue concret, je suis très preneur d'une solution vis-à-vis de ces aérosols type ventoline, parce que c'est quelque chose pour lesquels nous, on est très sensibilisés et on a énormément de mal, en fait, dans notre pratique quotidienne, d'aller contre ce réflexe de prescrire de la ventoline, d'essayer de screener pour chaque patient, enfant, personnes âgées, difficultés de coordination main-bouche. En fait, je n'ai pas de solution pour ces aérosols doseurs qui représentent 24% des émissions de gaz à effet de serre de l'ensemble du pool de médicaments, qui lui représente entre 50 et 80% de nos émissions de gaz à effet de serre en ville. Et je ne sais pas si vous planchez du coup sur une recommandation peut-être nationale, ou je ne sais pas s'il y a quelque chose dans les cartons, mais pour qu'on ait quelque chose de concret, nous en tout cas, à mettre en place. Merci pour ta question et ta remarque. Alors, sur la question, donc, en termes de dispositifs, alors, actuellement, sur le marché français, pour les enfants, tu n'as rien d'autre. Pour les adultes, tu as de la poudre, tu as une poudre qui existe, qui commence par Ventis, finit par Lastin, voilà. Qui, du coup, évite la question du spray. Voilà. Il y a quelques semaines de ça, il y a eu des annonces... gouvernementale d'une usine je prends des gros guillemets, ventoline éco-responsable, okay, parce que la forme poudre de la ventoline, parce que c'était ça la question, existe ailleurs, dans d'autres pays, mais pas chez nous. Donc il y a une usine qui va arriver en France, et donc il y aura peut-être effectivement d'autres propositions qui vont être faites dans les mois à venir. En
tout cas, on le souhaite. Alors après, sur la recommandation, moi, je ne planche pas spécialement sur une recommandation là-dessus. Là, je planche sur la fin du travail de mon étudiant, en l'occurrence, qui a ces données et qui montre qu'effectivement, on a fait une étude rapide sur 35 professionnels de santé. Je t'en parlerai mieux quand on l'aura publié, qu'elle sera passée par, on va dire, un comité de lecture. Mais dans les faits, on a 35 médecins prescripteurs qui ont été intégrés dans cette étude et qui montrent qu'effectivement, on arrive à effondrer les prescriptions de spray au bénéfice de poudre. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut faire d'autres études derrière pour aller plus loin. Voilà, confirmé. Donc on a fait une étude pilote, il faut qu'on aille plus loin. Mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant en termes d'engagement pour les prescripteurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour juste rajouter par-dessus, ça fait partie de ce que disait Emmanuel sur le fait de se coordonner à l'échelle de l'équipe. Bah, typiquement, on a fait une prescription type des médicaments recommandés dans l'asthme selon les paliers et dans la BPCO selon le palier, qui n'intègrent que des dispositifs poudre ou respimat. Et donc nous, quand on est primo-prescripteur ou quand on est amené à réévaluer les médicaments des personnes, eh bien, on s'est déjà mis d'accord sur cette liste de produits qu'on va prescrire. Bonjour, Léa Souchon, je suis médecin dans le 18e, dans une MSP aussi. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'avais une question plus pour Emmanuel et Benoît. Nous, on fait des ateliers dans notre maison de santé, mais on a un peu de difficulté à ramener des gens. Je voulais un peu vous nous expliquer, vous, comment vous élaborez un atelier, comment ça se passe. Par exemple, arthrose, c'est super intéressant, mais comment ça se construit en fait. Alors, pour l'atelier arthrose, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des cafés santé où les gens ont discuté de leurs douleurs. Et puis, le thème de l'arthrose s'est un petit peu imposé parce qu'on avait initialement... Donc, il y a un médecin qui est parti à la retraite avec beaucoup de personnes âgées qui sont venues à ces cafés santé. Et elles avaient des questions sur l'arthrose, pourquoi on n'opère pas. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a monté l'atelier et qu'on a répondu aux premières problématiques de comment on soulage une douleur d'arthrose, avec de la glace déjà, et avec du repos. Et puis ensuite, ces personnes, on a fait plusieurs en fait, cycles autour de l'arthrose. C'était plutôt des femmes, donc elles avaient des douleurs d'arthrose du genou. Donc on a fait un autre cycle sur l'arthrose du genou, avec des petites recherches sur quel exercice physique on pouvait mettre en place. Donc c'est comme ça, en fait, c'est toujours en partant d'un besoin, et puis après on tire le fil, il y a des questions qui arrivent, et on montre d'autres ateliers. Et le dernier atelier, c'était de co-animer avec, du coup, la personne qui fait de l'activité physique adaptée, pour faire et un peu de physiologie et puis un peu d'activité physique en même temps. Voilà, donc ça part un peu du besoin avant tout, répondre aux questions et puis accepter les représentations de leur arthrose et nous affirmer avec les données de la science, est-ce que ce traitement, oui, ça marche bien, est-ce que l'argile, oui ou non. Enfin, on est là juste pour aiguiller. Merci beaucoup. Bonjour, je suis en haut sur votre gauche. Bonjour, Rodrigue Stam, je suis interne de médecine générale à Tours. Ma question concerne les deux derniers présentateurs, ceux qui travaillent dans le jardin à Bron. J'avais une question par rapport à vos locaux. Comment est-ce que vous les avez trouvés? Est-ce que vous avez fait construire, récupérer des locaux particuliers? On sait qu'aujourd'hui, certaines associations parlent de véritables passoires thermiques. Est-ce que vous aviez fait des travaux de rénovation? Enfin voilà, j'avais des questions par rapport à tout ça. Alors, déjà sur la question de construire ou pas, bon, il y a deux enjeux. Le premier, c'est que construire neuf, en gros, c'est beaucoup plus impactant en termes de carbone, etc., que de prendre quelque chose qui existe déjà et de le rénover. Et le deuxième, c'est qu'en fait, nous, notre projet, c'est en territoire métropolitain, donc plutôt sur des régions densément peuplées, sur lesquelles il n'y a en fait pas vraiment beaucoup d'espace pour construire. Et du coup, on cherchait des locaux qui étaient vacants. En l'occurrence, du coup, on a trouvé ces locaux via le Vinatier. C'était en fait une partie du CMP enfant qui a été délocalisée. Voilà. Et du coup, ils avaient des locaux qui étaient vacants. Et du coup, on a créé ce partenariat avec eux parce qu'il y a aussi tout un axe du projet dont on n'a pas parlé ici, qui est la collaboration avec le secteur de psychiatrie, comment on crée des passerelles, comment on facilite le suivi pour lutter contre les discriminations en santé des usagers de la psychiatrie. Et du coup, il y avait des locaux qui étaient déjà adaptés aux soins, déjà adaptés PMR,
et avec voilà, très peu de travaux à faire. Et du coup, ça a été très facilitant pour nous. On a fait essentiellement des travaux de peinture pour rendre les locaux plus beaux, plus agréables. Et c'est à peu près tout. On a réutilisé le mobilier qui était sur place et du mobilier du vinatier qu'ils ont bien voulu nous mettre à disposition. Du coup, on a eu très peu de travaux à faire et c'était très bien comme ça. Merci beaucoup. Bonjour, Margot, je suis médecin généraliste remplaçant sur Lyon. Moi, j'avais une question très rapide sur les modules de formation dont on a parlé dans la deuxième présentation. Je voulais savoir, pour le module médecine et santé environnementale, qui est a priori un programme de 6 heures avec des vidéos, si c'était adapté aux patients, si on pouvait les conseiller aux patients, si c'était accessible aux patients, parce qu'effectivement, on n'a pas toujours le temps de vraiment les former à l'environnement. Et donc savoir si on pouvait leur conseiller d'aller les regarder. Merci Margot pour ta question. Alors c'est des modules qui ont été créés pour les étudiants, avec une sémantique scientifique pour un certain nombre d'entre eux. C'est pas du tout quelque chose qu'on peut conseiller aux patients. C'est vraiment, voyez-le plutôt comme ça, c'est de l'acculturation en santé environnementale. Voilà, c'est ça. Et est-ce que du coup, on a d'autres ressources éventuellement pour les patients, des petites vidéos comme ça Pour les patients, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y en a nécessairement. Alors, il y en a beaucoup, selon les sujets. Après, de façon générale, à ma connaissance, il n'y a pas de site qui compile tout en santé environnementale pour les patients. L'outil que je vous ai montré, par exemple, ProcoSanté, a vocation à compiler beaucoup plus d'indicateurs que ce que je vous ai présenté, par exemple, et éteindre d'autres bases de données. C'est souvent compartimenté par finalité ou âge de la vie pour les patients. Par exemple, le site 1000 premiers jours, il est super bien fait. Moi, je le conseille aux parents, aux futurs parents. Mais effectivement, il n'y a pas une démarche globale santé environnementale dessus. Mais par contre, il est extrêmement bien fichu à un moment où les individus sont très sensibles à cette question justement environnementale. Donc il arrive à un bon moment, mais non, c'est compartimenté. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, bonjour, je suis Bruno Verstraat, médecin généraliste dans les Ardennes belges, on doit dire l'Ardenne belge, et je travaille dans une communauté apprenante et on travaille sur la question de l'écotoxicité des médicaments. On travaille sur un outil d'aide à la prescription, donc j'étais très content de voir la façon dont vous dessinez sous forme de flèches les différentes étapes dans la prescription. Et nous, on bloquait sur un élément, c'est qu'on voudrait avoir ces données d'empreinte carbone liées aux médicaments. Et on n'arrive pas à les obtenir. Je ne sais pas si vous avez des pistes pour ça. On imagine bien que certains médicaments, en termes d'élaboration, coûtent plus que d'autres. Je sais qu'il y a un exemple de metformine. En fonction d'une metformine ou d'une autre, ce n'est pas toujours la même empreinte carbone en fonction de l'endroit où ça a été produit. Je ne crois pas qu'il y ait des données très fiables médicament par médicament. Il y avait... C'était dans le rapport, peut-être du Shift ou du... Ouais. Mais en gros, l'idée, c'est que globalement, plus les traitements coûtent cher, plus ils ont un impact carbone. Voilà, à peu près. Et puis par contre, il y a une autre source de données qui n'est pas vraiment sur l'empreinte carbone, mais qui est sur l'impact environnemental, qui est issu là, du guide des Suédois à Stockholm. Alors je l'ai écrit parce qu'il est imbitable, ce nom, c'est Environmentally Classified Pharmaceuticals. Il est accessible gratuitement et librement sur Internet et qui reprend comme ça une centaine de médicaments où ils ont essayé de classifier avec un indice PBT, donc c'est persistance, bioaccumulation et toxicité, beaucoup de médicaments qu'on utilise notamment en soins de premier recours et qui peut permettre de faire un tri dans les médicaments en sélectionnant ceux qui ont l'indice le plus faible. Bonjour. Ouais, je suis en haut à votre gauche, comme l'étudiant de l'Internet tout à l'heure. Du coup, moi, c'est Nathan, je suis un médecin installé sur Lyon 5. Alors, ce sera peut-être une question qui sera plus pour Benoît. On a vu qu'il y avait du coup plusieurs facteurs qui influencent sur cette santé dans le cadre de la santé environnementale, mais qui nous dépassent un petit peu à notre échelle de médecin généraliste, avec du coup toute l'interaction avec le professionnel, la sphère environnementale et la sphère nationale. Du coup, je vais y aller avec de gros sabots. Qu'est-ce que vous en pensez de l'implication des médecins et des sociétés savantes sur un plan militantisme
comme sur le modèle qu'on peut voir au niveau du Royaume-Uni avec Doctors for Extinction Rebellion? Alors ma réponse façon CNGE, c'est comme c'est indiqué dans CanMeds, qui a été présenté dans une conférence plus tôt, eux, ils considèrent que les compétences de leadership, de communication et de promotion de la santé sont des compétences du médecin généraliste. Donc on peut déjà répondre sous ce prisme universitaire qui est... En fait, je pense que ça fait partie juste du rôle professionnel des médecins, de s'impliquer dans la communauté, de faire monter les connaissances et la sensibilité du public et d'entreprendre des actions pour y répondre. Il y a aussi la WONCA qui avait fait un appel aux soignants en leur disant de s'investir aussi au plan régional, territorial, national et politique dans des actions pour décarboner les systèmes de production et réduire l'empreinte écologique. Et puis la réponse pas CNGE, la mienne, qui est que évidemment, en fait, les actions qu'on va entreprendre en restant dans nos sphères professionnelles va être limitées et qu'il est nécessaire de sortir de nos sphères professionnelles. Et ça a un lien avec la santé communautaire, c'est que l'idée, c'est de construire des partenariats avec d'autres acteurs mobilisés. Nous, sur notre territoire, voilà, je parlais du CIDFF, on travaille avec le CADA, il y a plein d'assos qui font aussi des enjeux autour de l'alimentation, on a parlé de VRAC, etc. Et de construire ces alliances-là pour porter des projets transdisciplinaires qui ne sont pas que liés à la santé et qui vont agir pour transformer notre façon de produire, de manger, de se déplacer. Voilà. On va prendre la dernière question. Solène Guédon, chef de clinique et généraliste. Naturellement, je me posais la question. Alors, merci d'ailleurs pour... Je suis désolée, il y a un écho. Merci pour toutes les présentations très complémentaires et m'est venue du coup une idée que peut-être vous avez déjà exploité dans les facultés de l'enseignement interpro, d'intégrer la santé-environnement. Est-ce que vous en avez une expérience? Vous en avez ou moi Oui. Merci beaucoup pour cette question. Alors moi, en l'occurrence, je suis également responsable d'une UE pour les IPA, par exemple, sur la santé environnementale, et je crée également des interventions en interpro avec ça. Mais actuellement, enfin plus précisément par rapport à la question, j'interviens sur d'autres disciplines, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de formation qui lie plusieurs disciplines. Pour l'instant, c'est encore séparé. Voilà. Moi, je peux compléter. À Poitiers, je suis en charge d'une UE santé environnementale qui est destinée initialement aux pharmaciens, mais qu'on a ouverte aux médecins et aux sages-femmes. Donc on aura la prochaine session une interdisciplinarité. Il y a certains DU en France, vous en parliez tout à l'heure, il y en a un également à Montpellier et Nice, où effectivement les enseignements sont en interprofessionnalité également. Voilà. Ça, c'est un DU pour le coup, c'est pas dans le cadre du DES. Oui, j'allais dire un peu ça. Il y en a un qui va probablement se monter là pour 2024 à Lyon, un DU de santé planétaire sur lequel on a été sollicité et qui a été pensé sur cette dimension interdisciplinaire. Et après, je pense que aussi, en fait, au quotidien, il y a cette idée de créer des passerelles, et notamment, du coup, nous, on accueille des stagiaires, pas que en médecine, on accueille une stagiaire infirmière, par exemple, on accueille des étudiants en sciences sociales, on accueille des étudiants sur la médiation en santé. Et je pense que c'est aussi un endroit où se construit cette culture commune et cette volonté de travailler ensemble, donc même jusque dans là où on exerce, je pense qu'on peut agir sur cette interprofessionnalité. Merci. Je vous propose d'applaudir à nouveau nos intervenants.